Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes TNT régionales et sur TV5 Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Les mouvements de grève en Martinique et en Guadeloupe contre l'obligation vaccinale des soignants ne faiblissent pas. Et vous verrez dans le reportage à suivre de Via ATV, les barrages routiers installés par les grévistes ne sont pas sans conséquences sur la vie d'habitants parfois excédés. Tandis que de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie viennent d'être annoncées, certains départements comme celui de la Haute-Corse, où l'on retrouvera dans ce journal l'équipe de Télépaésé, ont renforcé le contrôle des passes sanitaires. Vous êtes récompensé, faire un geste écolo et gagner des cadeaux, eh bien c'est la promesse tenue d'une nouvelle borne de collecte de verre innovante et connectée. On vous emmènera à Limoges en Nouvelle-Aquitaine pour la découvrir. On finira cette édition par des images de nos confrères de 8 Mont-Blanc, des images plutôt insolites de participants au concours du plus beau cri de cochon. Un reportage qui va vous emboucher un groin. Mais voilà, comme je vous le disais à l'instant dans les titres de ce journal, des barrages routiers ont été installés par les grévistes martiniquais. Résultat, l'île est totalement bloquée. Il faut parfois 3 heures pour parcourir une trentaine de kilomètres en voiture. Karine Chassol, Diana François Eudoxie, Jean-Marc Quarteron et Marlène Mec de Via ATV Martinique sont allés à la rencontre d'automobilistes coincés dans ces embouteillages monstres et chez lesquels on sent un véritable sentiment de ras-le-bol. Regardez. Des voitures qui avancent au pas ou pas du tout. La journée était noire sur les routes de Martinique aujourd'hui. Les syndicats avaient appelé à bloquer les principaux axes de circulation dès 4 heures, comme ici à Mao ou encore à Carrère et à Trinité. Appel entendu, camions et taxis garés en travers, barrages, sans oublier des tables, chaises et glacières. Les automobilistes qui ont pu passer entre les mailles du filet sont rares. Pourtant, ils sont nombreux à avoir pris la route avant 5 heures du matin, comme Bernard, parti de Rivière-Pilote pour rejoindre Fort-de-France. Le départ à 5h moins 10 de Rivière-Pilote et il est peut-être aux alentours de 8h là maintenant. Je suis à côté du pont de Carrère. Je ne suis pas contre le mouvement, mais c'est mal fait, quoi. Moi, je suis arrivé là à 5h du matin, je suis bloqué, je ne peux pas aller au boulot. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut bloquer les points stratégiques par la petite population. Le blocage, non, je subis, c'est tout. Je participe. Je subis. Tant pis pour moi. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour la mobilisation. Et je suis là depuis à 6 heures. Je comprends tout à fait. Les représentants syndicaux ont été reçus par le préfet dans la matinée et par le président du conseil exécutif de la CTM en début d'après-midi. Ici, à Font-la-Haye, ce sont les pompiers qui bloquent la circulation pour peser sur ces négociations et porter une nouvelle fois les revendications de l'intersyndicale. Aujourd'hui, nous avons voulu faire comprendre aux autorités que nous sommes présents. Nous disons de respecter notre choix. Respecter le choix de la population. Nous ne sommes pas contre le vaccin. Parmi nous, il y a des gens vaccinés. Nous demanderons le libre arbitre. Okay? Et nous disons non aussi à ce pass sanitaire qui crée une discrimination sociale. Voilà nos revendications premières. En attendant, sur la route, certains ont opté pour une petite sieste. D'autres ont préféré enfourcher leur vélo pour arriver à bon port. Tandis que plane un possible reconfinement, que le nombre de contaminations s'accélère sur tout le territoire, les contrôles des passes sanitaires, et je vous le disais dans les titres, s'intensifient un peu partout en France, comme en Haute-Corse, et pour cause, le département compte 50 nouveaux cas par jour de Covid-19. Des contrôles qui ont pour but de sauver les fêtes de fin d'année, comme l'explique le préfet de Haute-Corse, François Ravier, au micro de Gilles Pierrecci de Télépaésé sur place. Faire cette opération aujourd'hui, c'est dire, compte tenu de l'expérience que nous avons maintenant, malheureusement, c'est dire que si on prend les mesures maintenant, il faudra sans doute attendre 3 à 4 semaines au moins pour arriver à une stabilisation. Dans 3 à 4 semaines, on est juste à côté des fêtes de Noël. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens puissent passer des fêtes de Noël tranquillement, avec un virus qui aura très sensiblement diminué, c'est ce qu'on espère. C'est le prix de cet effort collectif, c'est voilà, au moment des vacances de Noël, quand les gens auront envie de se revoir, de se retrouver, ne pas avoir oublié les gestes barrières, avoir fait descendre les taux d'incidence et le nombre de cas contaminés, c'est tout l'objet des contrôles qui se renforcent depuis ce soir. Et puis autre chose dans l'actualité, vous le savez peut-être, il sera interdit à partir du mois de mars prochain d'utiliser des chauffages extérieurs jugés
extrêmement polluant. Et c'est cette mesure qui est loin de plaire à tout le monde que nous allons aborder maintenant avec un dossier brûlant, suivi par Alix Fourcade à TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. On ne verra bientôt plus de chauffage en terrasse en France. On dénombre 800 terrasses à Bordeaux, dont 20% de chauffées. Les professionnels s'inquiètent avant la fatidique date de l'interdiction, le 31 mars 2022. C'est une idée un peu saugrenue pour moi. Je suis pour l'écologie, mais là, je comprends pas trop qu'on tape tout le temps sur les restaurateurs. Bon, voilà, c'était pas la bonne période. J'aimerais bien mettre des bâches, des grands parasols, afin de protéger les gens qui veulent manger à l'extérieur. Aujourd'hui, j'attends une réponse de la mairie concrète, parce que je leur ai posé plusieurs fois la question, et ils ne répondent pas. On ne remet pas en question le dogme écologique, même si on pourrait en discuter sur l'empreinte carbone. On aurait pu faire aussi le choix de l'électricité qui est non carbonée plutôt que le gaz. Bon, enfin, on aurait pu faire des choix un peu plus souples et puis accompagner de manière un peu plus lente cette transition. Maintenant, on est devant le fait accompli, on va bien évidemment se plier à la règle, mais il faut savoir que ça risque d'être un peu compliqué économiquement. Pour aplanir les tensions, la mairie réunit tous les mois une commission terrasse avec les restaurateurs. On a déjà mis en place la charte des terrasses à Gambetta. Donc voir en effet les alternatives pour l'année prochaine, ce qui pourrait se passer et comment. Mais ils vont être très étonnés. Des plaids, à mon avis, vont suffire largement. En France, la suppression des terrasses chauffées permettrait d'éviter l'émission d'1 demi-million de tonnes de CO2 par an. Tout à fait autre chose dans l'actualité, entre les 16 à 20% de Français qui ne savent pas se servir d'Internet et le fait que 40% du territoire n'est pas encore couvert par la fibre optique. On est encore loin de la France, un pays 100% connecté, souhaité par le gouvernement. Alors en attendant, il existe des moyens pour lutter contre cette fracture numérique, comme à Frise, dans la Somme. Des précisions claires et nettes de Jérôme Aubron, de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Je vais juste vous demander de chercher le site de la sécurité sociale amélie.fr. Faire une recherche sur le web peut paraître évident, du moins pour certains. Pour d'autres, manipuler un outil numérique est presque une source de stress. Il y en a qui se jettent dessus, se lèvent le matin, sont sur l'ordinateur. Mais moi, c'est pas une chose, ni le téléphone, c'est deux choses que j'utilise le moins possible, quoi. Avec tout ce qu'on voit maintenant, on ne sait jamais où on va, comment ça peut être réutilisé et tout ça. Créer un compte à la banque ou les choses là, ou même les impôts, pour payer ses impôts sur truc, maintenant il faut pouvoir tout faire. Apprendre à tout faire sur ordinateur, c'est la mission d'Alison Chrétien. Médiatrice numérique, elle anime aujourd'hui un atelier à Frise, petite commune de 190 habitants dans la Haute-Somme. Est-ce qu'à votre avis, c'est le bon site de l'assurance maladie ? Création d'une boîte mail, prise en main d'un clavier. Pendant 2 heures, elle distille à ses élèves du jour de précieux conseils. Il est important d'apprendre les bases et aussi de leur donner confiance, parce que souvent les personnes n'ont pas confiance en elles et ont peur de mal faire. Alors nous, notre rôle, c'est vraiment de les mettre en confiance, de les mettre en sécurité, de leur donner les clés pour réussir à naviguer sur Internet sereinement. Savoir surfer sur le web est devenu un enjeu essentiel à l'heure de la dématérialisation. Impôts, sécurité sociale, Pôle emploi, d'ici 2022, l'État prévoit la numérisation de toutes les démarches auprès de services publics. Une transition qui pourrait bien aggraver la fracture numérique, notamment dans les communes rurales. On a 800 000 personnes aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France qui sont en difficulté avec le numérique et on en a entre 150 et 200 000 sur le département de la Somme. Le numérique, s'il n'est pas accompagné, est un facteur d'exclusion aujourd'hui. Si vous cherchez un travail mais que vous ne maîtrisez pas le numérique, c'est comme il y a 5 ans et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est exactement le même problème lorsque vous vivez en milieu rural et que vous n'avez pas le permis de conduire. Lancé en septembre dernier, le dispositif Autonome a déjà permis à près de 80 Samariens de s'exercer sur ordinateur ou tablette. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Il y a 32 ans, l'ONU signait la Convention internationale des droits de l'enfant qui reconnaît, protège ces droits-là, des droits que les principaux intéressés ont visiblement bien intégrés. La preuve dans ce sujet de Mathilde Francou de TV78, la chaîne des Yvelines. Regardez. Une journée pour sensibiliser aux nombreuses injustices subies par les enfants en France et dans le monde. À Montigny-le-Bretonneux, les enfants étaient nombreux ce mercredi 24 novembre à l'Hôtel de Ville. Au programme des animations de sensibilisation menées par les équipes d'animation des accueils de loisirs et du Conseil municipal des jeunes, comme des plaques où les enfants pouvaient dessiner ce que représentent leurs droits à leurs yeux.
C'est les droits que normalement tous les enfants devraient avoir. Être soignés, avoir une nationalité, être protégés, avoir une famille. Tous les enfants ont droit de manger à leur faim et de boire. On a tous droit à une famille. On a le droit d'avoir une nationalité. Les enfants pouvaient également planter des fleurs aux couleurs de l'UNICEF et de l'Organisation des Nations Unies au pied de l'arbre des droits de l'enfant. Il y aura donc ces 3 lettres, donc Convention universelle des droits des enfants, qui vont être, ça va être fleuries aux couleurs de l'ONU et de l'UNICEF, donc bleu et blanc. Des quiz, des mots mêlés ou encore un memory pour en apprendre plus sur leurs droits. Un enjeu important pour la ville de Montigny-le-Bretonneux qui fait partie du réseau Ville des enfants depuis 2017. Nous considérons à Montigny que la jeunesse est une richesse importante pour le pays, pour l'avenir, et qu'on doit vraiment beaucoup investir pour nos enfants, pour la jeunesse. Une journée des droits de l'enfant plus que jamais nécessaire. Selon l'UNICEF, la crise sanitaire fait peser des menaces sur la santé, la sécurité, le bien-être et l'avenir des enfants. Ces derniers ont vu leur quotidien bouleversé par le virus avec la fermeture des écoles, les différents confinements ou encore l'arrêt des activités physiques ou de loisirs, des faits qui vont creuser davantage encore des inégalités existantes. Voilà, et puis cette fin de semaine, l'édition locale du Point, consacrée à Lille, comme vous le voyez sur cet écran. La ruée vers Lille, avec justement la revanche des ch'tis. Depuis le confinement lié au Covid, Lille connaît un grand regain d'attractivité. Un papier très intéressant de Geoffroy Defresne et d'Audrey Emery. Et puis vous le verrez dans cette édition spéciale Lille, pour ce géographe qui s'appelle Laurent Chalard, la métropole profite d'une économie florissante, mais doit encore améliorer son image. Également un papier sur le Brit Flop, comme on l'appelle. Malgré sa proximité avec Londres, la métropole de Lille peine à attirer des investissements d'outre-Manche. Vous le lirez également dans cette édition locale du Point, avec pour terminer un papier Imaginons un futur. Une agence d'urbanisme et un architecte construisent la métropole de Lille de 2051. C'est déroutant, vous le verrez. Voilà, on ouvre une page environnement dans ce journal. Nous le savons tous, le recyclage participe à la préservation de l'environnement. Alors comment nous encourager à trier davantage ? Eh bien, je vous en parlais dans les titres. Une initiative innovante et connectée nous incite à mieux collecter le verre en nous récompensant. Ça marche toujours. Plusieurs collectivités ont équipé leurs bornes de tri sélectif de ce nouveau dispositif. Alors comment ça marche ? Explication à Limoges de Christophe Rigaud, regardez. Depuis maintenant 2 ans, ils sont de plus en plus nombreux, comme Georgia, à venir déposer leurs emballages en verre dans ce conteneur. Et pour cause, avec ce petit boîtier, des points sont crédités sur son téléphone grâce à une application. Je prends la bouteille et là, vous allez voir. Voilà, donc à chaque dépôt, en fait, il y a le petit point qui apparaît ici et qui va en fait déclencher pour moi le point donc sur l'application. Avec ces points récoltés, Georgia a pu bénéficier d'avantages ou de bons de réduction chez des commerçants. C'est un commerce alimentaire en fait, de produits locaux. Et avec l'offre qui m'était proposée par Kink, j'ai pu avoir 10% de réduction sur la totalité de la facture. Florian utilise l'application depuis son lancement en 2019. Et lui aussi profite des offres proposées. Sur Boisseuil, l'Elix, le restaurant qui est pas loin, propose par exemple un dessert maison au choix offert pour 30 points à l'achat du menu burger. Là, la coiffure, vous avez à la boutique 10% de remise sur des prestations. Ces petites récompenses ont eu un véritable effet incitatif auprès des habitants de Limoges Métropole, qui a installé plus de 200 bornes connectées dans les 20 communes de l'agglomération. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu une augmentation par habitant de 2 kilos par habitant et par an de l'apport du verre. Donc si on considère qu'on a eu une année blanche avec la Covid, c'est quand même une belle évolution. Pour inciter les habitants à davantage utiliser les bornes et son application, Limoges Métropole a mis l'accent sur la communication. Un investissement gagnant pour la collectivité et l'usager. Pour nous, on diminue notre tonnage en déchets dans notre incinérateur. On recycle le verre qui est recyclable à l'infini. Donc ça, c'est aussi bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie de l'usager.
Un porte-monnaie bien rempli puisque depuis le lancement du dispositif Clink, 18 000 € de réduction ont été proposés dans les commerces locaux. Voilà, offrir une seconde vie aux anciennes gares. C'est le souhait et l'idée dorénavant de la SNCF avec son projet 1001 gares, lancé il y a 3 ans maintenant. L'entreprise propose d'ailleurs 80 000 m² de locaux vacants sur tout le territoire à convertir. Une deuxième vie pour ces lieux un peu délaissés comme l'Ermitage et à Combourg en Ille-et-Vilaine où Claire Villalon de TVR s'est rendue. Regardez. Prendre son train et chiner quelques objets, c'est désormais possible en gare de l'Ermitage. Il y avait l'ombrelle elle va être regardée. Depuis le 10 novembre, la recyclerie L'Échappe Ébène a ouvert ses portes dans l'ancienne gare, un lieu atypique qui a séduit Mélanie, l'une des porteuses du projet. Ça fait partie du patrimoine de l'Ermitage et des alentours, c'est chargé d'histoire. Et donc c'est chouette de pouvoir ouvrir une recyclerie avec des valeurs justement de vie locale, voilà, dans un bâtiment comme la gare. C'est grâce à l'appel à projet 1001 gares que cet espace a pu voir le jour. Après 1 an de travaux, les 120 m² ont complètement été réaménagés. On a essayé vraiment d'en tirer le maximum en compartimentant nos espaces de vente. Et c'est plutôt pas mal au final parce que ça permet de dissocier des ambiances différentes d'un étage à l'autre. La gare de l'Ermitage est la première du département à connaître une seconde vie, mais elle pourrait bien donner des idées à Combourg. Voilà, donc là on est dans un espace de 92 m². C'était un ancien logement de chef de gare. Ces locaux sont disponibles sur la plateforme 1001 gares. L'appel à projet est toujours en cours et ouvert à tous les habitants et à tout type de propositions. On a essentiellement des coworking, des cafés, de la restauration, de l'épicerie bio en circuit court. Donc on sent que tout ça, ce sont des enjeux qui importent et qui se développent. SNCF Gare et Connexion a une enveloppe maximum de 200 000 € pour les travaux. Et l'entreprise est surtout attentive aux projets ancrés sur le territoire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dimension sociétale des projets qui sont installés dans les gares. On ne recherche pas de rentabilité immédiate, mais on recherche vraiment à dynamiser le territoire. La gare de Combourg attend donc ses nouveaux locataires. Sur le département, 2 autres projets de réhabilitation vont voir le jour très prochainement en gare de Vern-sur-Sèche et de Montfort-sur-Meux. Voilà, et si demain nous devenions tous entomophages, autrement dit, est-ce que nous pourrions tous nous nourrir exclusivement d'insectes? Dans tous les cas, l'entreprise Agronutrice s'y prépare. Voilà 10 ans que ce laboratoire en Haute-Garonne travaille sur cette question. Et Mathis Gardan de La Dépêche a rencontré pour nous son directeur à Saint-Orens de Garneville. Regardez. Une de nos spécificités, c'est qu'on est pour le moment la première et la seule entreprise en Europe à avoir le droit de commercialiser nos insectes pour l'alimentation humaine. Les insectes, c'est vraiment une solution qui va permettre de produire des protéines dans un monde avec des ressources limitées et un besoin en protéines plus important. Voilà, et sachez qu'il existe plus de 1900 espèces comestibles d'insectes dans le monde. Sur ce, bon appétit pour ceux qui sont à table. Faire du sport dans un fauteuil, c'est possible. Cela s'appelle le e-sport, autrement dit le sport depuis un ordinateur. D'ailleurs, certaines disciplines virtuelles comme l'aviron ou le cyclisme pourraient même être médaillables aux Jeux Olympiques, et oui, d'ici 7 ans. En revanche, pas le football. Pourtant, on y trouve de sacrés champions comme Ilyes, que Céline Ercilia de TL7, la chaîne de la Loire, a rencontré. Et vous allez le voir, son quotidien sort quelque peu de l'ordinaire. À 19 ans, Ilyes est un athlète professionnel. Son talent réside dans ses pouces. Depuis le mois de mai, il est joueur professionnel pour le PSG e-sport. Pour cela, il doit jouer à FIFA, un jeu qu'il pratique depuis tout petit. Et en fait, je jouais beaucoup avec mon oncle quand j'étais petit. Il me mettait que des scores. Il me faisait pleurer tout le temps, j'étais dégoûté. Et en fait, j'ai voulu me venger plus tard. Et du coup, j'arrive à le battre. Et du coup, c'est un peu lui qui m'a motivé à être pro sur FIFA parce que après, j'ai pas lâché le jeu. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de tournois et je me disais pourquoi pas devenir joueur pro. Ilyes a remporté plusieurs compétitions. Il a aujourd'hui un contrat d'1 an et gagne entre 1 000 et 3 000 € par mois. Toute la semaine, il s'entraîne en moyenne 5 à 6 heures par jour. Alors oui, il suffit de jouer, mais pas seulement. On joue comme tout le monde, c'est-à-dire que on sait tous faire des passes, tirer, etc. Mais il y a aussi beaucoup de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, par exemple, contre des joueurs pros, qu'est-ce qui permet de contrer sa tactique, quelle formation va-t-il jouer, pour quelles raisons. Il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait.
et on va s'entraîner beaucoup avant les tournois pendant ces moments-là. Ils sont 3 en France à représenter le club parisien. Ils représentent le PSG et ont pour objectif de ramener le plus de points lors des matchs. Et cerise sur le gâteau, le job permet de faire quelques séjours à Clairefontaine et même de jouer avec les stars du club. Ce qui m'a fait rire, c'est j'ai joué contre Dagba. Et Dagba a choisi mon équipe. C'était le dilemme, c'est-à-dire qu'on faisait un 1 contre 1 contre eux. Et il choisissait notre équipe. Et Dagba m'a dit de choisir la SS. Et j'ai pris la SS et il m'a dit... Amouma, il est plus lent que moi, comment ça se fait qu'il court plus vite que moi? Parce que je vais marquer un but avec Amouma, donc il était dégoûté. Et à jouer comme ça toute la journée, Elias a peut-être trouvé le job de rêve. En tout cas, moi, j'ai trouvé un super coach pour m'apprendre à jouer à FIFA. Adrien, je te prends quand tu veux. Je vous emmène maintenant en voyage dans ce journal, entre Amsterdam, Londres et San Francisco, avec Katraïn, l'héroïne du premier roman du journaliste Yves Bigot, par ailleurs directeur général de TV5 Monde. Un roman initiatique au cœur des années 60, où une jeune Hollandaise va croiser les figures emblématiques de la pop culture et du rock. Une ambiance et une époque que l'auteur connaît bien. Christophe Rigaud l'a rencontré, regardez. La musique, les années 60, les États-Unis, on retrouve un peu de toutes les passions d'Yves Bigot dans son premier roman Katraïn. L'histoire plutôt rock'n'roll d'une jeune néerlandaise obligée de quitter précipitamment son pays. Elle va être amenée, suite à un scandale de mœurs qui implique son père, à être lâchée sur les routes, donc entre l'été 1966 et l'été 1968, au plein cœur de la contre-culture, donc les provos d'Amsterdam qui ont inspiré mai 68, le Swinging London, avec les débuts de Pink Floyd et puis la Beatlemania, évidemment. Et elle atterrit à San Francisco juste avant le fameux été de l'amour, où elle découvre le mode de vie des hippies et leurs rêves. Le roman d'Yves Bigot nous plonge dans une période fascinante, où la société s'est profondément transformée. Dans les années 60, c'était la libération des femmes, et c'est ça qui était nouveau, c'était ça qui était révolutionnaire, c'était la manière dont elle faisait des choses qu'elle n'était pas censée faire dans la société jusque-là. Et donc c'est ça qui est passionnant. Un roman haletant qui résonne particulièrement aujourd'hui, alors que la jeunesse est aux prises à de nombreux défis comme l'écologie, l'antiracisme ou la lutte contre les inégalités, des combats qui sont tous nés dans les années 60. Tout à fait autre chose maintenant dans ce journal. Nous partons à Annecy, où, comme je vous le disais en titre, chaque année est organisé un concours de couinement de cochons. Lucas Ruc de Luc Montblanc y a assisté. Écoutez, c'est du lard lyrique. Dans le cochon, tout est bon, et cela passe aussi par l'imitation. En marge de la 15e fête du Caillon à Annecy, un concours de cris a été organisé comme chaque année, tradition oblige. On s'appelle la fête du Caillon, donc le Caillon c'est le cochon en savoyard. Et pour faire une fête autour du cochon, il faut à tout prix qu'il y ait un concours de cris du cochon. Et on a des bons prestataires là. De bons prestataires qui se sont enchaînés au micro pour partager leurs tentatives d'imitation. De son côté, c'est carton plein pour Pascal qui remporte le concours, non pas sans un certain entraînement. On passe des soirées complètes dans une porcherie, dormir avec, causer avec, des apéros avec. Et comme l'amusement est un prétexte, l'ensemble des bénéfices réalisés par l'association organisatrice seront reversés auprès d'Action Humanitaire. Voilà, et puis du sport maintenant, avec l'arrivée en début de semaine des premiers bateaux de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Un moment immortalisé par la caméra de Tom Gagnou pour Via ATV Martinique. Saluons l'exploit de Franck Camas et de Charles Caudrelier, vainqueurs dans la catégorie ultime, qui ont relié Le Havre à Fort-de-France en 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes. Bravo à eux donc. Voilà, et puis le magazine Surf Session, dont nous relaterons souvent les reportages dans cette édition, car le surf devient sport olympique à Tahiti en 2024 pour les Jeux de Paris. Et Surf Session consacre ce mois-ci un portrait à un homme qui se définit comme un amoureux de la nature, qui alterne entre surf, méditation au sommet des montagnes et refonte esthétique de ses clients, le docteur Alexandre Krasoulia, auquel le VSD, par ailleurs,
consacre également un long papier et une interview. Voilà, le surf au programme du sport dorénavant en France et dans ce grand JT des territoires. Voilà, et avant de se quitter, je vous propose de découvrir les incroyables images prises par Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni de Monaco Info. Un fabuleux spectacle a lieu dans le ciel monégasque le 19 novembre dernier pour célébrer le jour de la fête nationale. 193 drones ont offert un étonnant ballet d'une douzaine de minutes à des spectateurs totalement émerveillés, comme vous le voyez sur ces images. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes régionales et sur TV5 Monde. Au revoir à tous, à très vite pour une prochaine édition. Au revoir.